Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment comme d'habitude que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble où je vais répondre surtout à cette question principale. Alors, c'est pas un épisode de questions-réponses, mais en tout cas, c'est une question qui revient très fréquemment. C'est celle de comment j'ai fait pour quitter un job où d'apparence, j'avais tout pour être heureux. Ou d'apparence, mais c'était pas que de l'apparence, j'avais toutes les conditions pour être épanoui, pour avoir un salaire qui était fixe, qui était même évolutif et finalement garanti à vie. Pourquoi aussi j'ai décidé de changer, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement. Et je me suis dit que j'allais consacrer un épisode à ça, sachant que mon souhait, c'est vraiment pas de vous vendre du rêve, d'être le plus honnête et le plus sincère avec vous, parce que peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans des situations au niveau professionnel où elles sentent que justement, elles se sentent plus autant épanouies qu'avant, peut-être qu'elles ont envie d'évoluer, de changer, peut-être qu'elles osent pas aussi, peut-être que vous n'osez pas. Et dans cet épisode, donc, je vais vous donner, moi, ce que j'ai mis en place. Attention, je vais vous partager ma vérité comme d'habitude. Prenez que ce qui est bon pour vous, d'accord? Ne prenez pas ça comme argent comptant. Peut-être que ce que moi j'ai fait, c'est pas forcément applicable dans votre domaine. Peut-être que ça peut vous donner juste des idées. Bref, faites à votre sauce et encore une fois, prenez que ce qui est bon pour vous. Alors, pour recontextualiser très rapidement, moi j'étais fonctionnaire au sein du ministère de l'Intérieur. J'étais formateur spécialisé au sein de l'école des officiers de police de Canécluse, dans le 77, en Seine-et-Marne. Et donc, j'avais un statut où j'avais des horaires de bureau, où j'étais spécialisé donc, en maniement des armes, en technique de secourisme, en technique d'intervention et évidemment en préparation mentale. J'ai eu la chance. Encore une fois, je dis toujours que j'ai cette chance parce que oui, quand on accède à des stages, à des formations dans l'administration, c'est souvent une chance. J'ai été le premier instructeur en préparation mentale formé par les militaires au sein de la police nationale française, donc j'étais le premier. Et donc ça m'a permis aussi de tester énormément de choses, ça m'a permis de faire en sorte que la préparation mentale soit le plus accessible au plus grand nombre. Donc c'était quelque chose qui m'a passionné, c'est quelque chose qui m'a vraiment animé pendant de longues années. Et puis à un moment donné, j'ai senti que cette envie que j'avais, tout ce que j'étais venu chercher dans ce métier-là, diminuait de plus en plus. Alors, pour moi, un des critères observables pour savoir si j'étais bien dans mon job ou pas, c'était mon niveau de bonne humeur le matin. Si j'allais en gros au travail en sifflant, c'est que je me sentais bien. Si j'y allais en chantant, c'est que je me chantais bien. C'est que je me sentais bien. Alors, attention, j'ai pas dit que le critère observable, c'était que je chantais bien, c'est que je chantais. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'effectivement, cette flamme intérieure, là, cette motivation, cette envie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler différemment, elle diminuait de plus en plus. Et je sentais une sorte de lassitude, une sorte de routine s'installer. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, si je me retourne sur mon passé et que je me dis, j'ai fait que ça de ma vie, est-ce que j'aurais eu le sentiment d'avoir accompli ce que j'avais envie d'accomplir? Et là, concrètement, la réponse, elle a été, pour moi en tout cas, évidente. Je me suis dit: «Maintenant, j'ai envie de vivre d'autres expériences». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je le voyais avec les jeunes là qui rentraient, quand je dis les jeunes, c'est des personnes qui avaient en gros 25 ans parce qu'ils avaient un master de droit, ceux qui sont en formation d'école d'officier, ils venaient, donc ils passaient un concours et quand ils arrivaient, moi je discutais pas mal avec eux et certains me disaient: «Mais tu sais Geoffrey, moi le fait de rester dans la police toute ma vie, c'est pas forcément, ça sera pas forcément le cas». Et c'est vrai que pour moi, ma génération en tout cas, bon je suis pas vieux, hein, j'ai 42 ans. Pour moi, quand on rentrait dans une administration, quand on rentrait dans un job, on était censé plus ou moins le faire, toute sa vie, surtout quand on passait un concours d'entrée qui était assez sélect. Et donc là, moi quand je me suis retourné en me projetant comme ça dans 5, 10, 15 ou même 20 ans, en me retournant vers mon passé, je me suis dit: «Mais non, j'aurais envie d'avoir vécu d'autres expériences, j'aurais eu le sentiment peut-être de n'avoir pas tenté certaines choses». Et effectivement, le quotidien, j'avais 2 parties à l'intérieur de moi. J'avais cette partie qui avait envie de changer, d'évoluer, de me transformer et j'avais cette partie intérieure qui avait besoin de sécurité parce que, et j'ai toujours, des crédits immobiliers, j'ai une famille, j'ai des enfants, enfin, je me suis dit que si j'évoluais dans un domaine
qui ne fonctionnait pas, je risquais d'emmener toute ma famille en fait. Mais là, quand je me posais cette question et quand j'étais en tout cas focalisé sur ça, je n'étais focalisé que sur le risque. Donc j'ai pris du recul par rapport à ça et je me suis dit, ok, mais comment je me sens? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté? Qu'est-ce que je suis prêt à engager pour tout ça? Parce que si certains y arrivent, pourquoi moi, j'aurais pas pu réussir en fait? Et quand je voyais ces gens-là, avoir une vie qui, pour moi, était inspirante, c'est-à-dire qu'ils avaient accès à certaines choses, ils pouvaient, créer des formations comme ils voulaient, ils pouvaient, quand ils avaient une idée, bah, la mettre en œuvre, très rapidement. C'est vrai que dans l'administration où j'étais, moi, c'était très compliqué parce que forcément, il y a une hiérarchie, donc tout passe par, des strates hiérarchiques et c'est long, c'est parfois usant et ça ne me correspondait plus. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse, je ne suis pas là en train de critiquer l'administration, quelle qu'elle soit, parce que moi, j'y ai trouvé mon compte pendant des années. Je suis juste là en train de dire que ça ne me convenait plus. À ce moment-là, je me suis dit, mais non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça, je dois changer, je dois... Quand je dis le je dois, c'est pour ma santé mentale personnelle, pour mon bien-être personnel, pour le bien-être aussi de mes proches, je me dois de changer. Parce que à ce moment-là, je sentais que je devenais un peu ronchon, je devenais un peu pessimiste, un peu négatif et j'avais du mal à rester sur le positif en fait. Alors même si évidemment on n'est pas toujours sur le positif, ça c'est du fantasme de croire qu'on est toujours positif, toujours motivé, toujours happy, toujours bref, toujours dans des good vibes, on a toujours des hauts et des bas, c'est normal, mais la vraie observation, c'est que j'avais tendance, c'était cette tendance, cette propension à être dans le négatif. Et là, je me suis dit, non, mais je peux pas. À mon âge, je peux pas rester comme ça. C'est juste pas possible. Donc là, une fois que le constat avait été fait, je me suis dit, OK, mais maintenant, comment je peux faire? Et moi, dans l'administration, c'était pas possible de créer une boîte en parallèle. Enfin, je pouvais pas, à moins de prendre un temps partiel. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un temps partiel et comme ça m'a permis aussi de tester, d'expérimenter pas mal de choses. Et d'ailleurs, les gens qui souhaitent changer de métier, gens qui souhaitent comme ça basculer, changer de carrière, se reconvertir, moi, ce que j'invite tout le temps les gens à faire, c'est pas de le faire sur un coup de tête. Sauf si évidemment votre sécurité, quand je dis la sécurité, c'est votre bien-être est vraiment mise à mal et que vous êtes vraiment pas bien et que c'est vraiment compliqué pour vous et ça en devient même vital. Là, dans ce cas-là, il faut quitter un environnement qui est vraiment toxique pour vous. Mais la vraie question, c'est comment je peux faire pour que cet environnement où je suis actuellement, bah, je continue à m'épanouir, peut-être tant bien que mal, mais en tout cas, je trouve quand même des sources d'épanouissement et comment je peux en parallèle, bah, construire autre chose et pour finalement trouver une sorte d'équilibre, d'accord? Et pas juste rester dans, «Je me sens pas bien à mon travail». Parce que le fait de trouver une autre source d'épanouissement permet de venir équilibrer l'épanouissement global de votre vie. Donc là, moi, c'est vrai que je me sentais pas bien et le pire en plus dans tout ça, j'ai oublié de le signaler, mais j'avais ce sentiment, peut-être que ça vous parle, en tout cas pour les gens qui ont cette envie peut-être de changer de job, j'avais le sentiment que je n'étais bon qu'à faire que ce que je faisais. Je me suis dit: «Mais non, mais moi je sais que enseigner le maniement des armes, les techniques d'intervention, le secourisme. Bon, la préparation mentale, je sais l'enseigner, mais je sais l'enseigner qu'aux policiers. Je ne peux pas l'enseigner ailleurs». Vous voyez? J'étais vraiment dans ce, comment dire? Oui, dans ce schéma mental très réducteur. Certains parleront de croyances limitantes parce que c'est le cas, mais c'est vraiment j'étais enfermé dans dans une bulle de croyances où je pensais être bon qu'à faire que ce que je faisais et en tout cas avec le public avec lequel j'échangeais. Et c'est vrai que j'avais différents types de publics. Pourtant, parfois, j'avais des élèves, enfin très souvent, parce que c'était mon cœur de métier, j'avais des élèves officiers, donc des cadres de la police, des élèves commissaires aussi, on avait des personnes en formation continue. J'ai eu aussi voilà, des polytechniciens en formation, des gens qui venaient de l'extérieur, des groupes d'intervention. Enfin bref, on côtoyait énormément de monde, mais j'avais le sentiment, encore une fois, d'être bon qu'à ça. D'ailleurs, peut-être que vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, peut-être que vous avez ce sentiment ou pas, ou en tout cas, c'est intéressant de se demander toujours, hein, comme vous le savez, de 0 à 10, à combien vous avez ce sentiment-là, de vous dire, tiens, mais en fait, j'ai le sentiment que je suis bon qu'à faire ça. Et c'est pas négatif de dire ça, parce qu'on se sent compétent que dans un domaine, et des fois on se dit, non, non, mais ça, je sais pas faire. Donc là, je me suis dit, ok, si je veux changer, si je veux évoluer, si je veux m'épanouir vers d'autres horizons, je me dois
d'apprendre de nouvelles choses. Je me dois de développer mes compétences. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on parle souvent de mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Alors, moi, j'ai maintenant un avis un petit peu, je dirais pas tranché, mais surtout déculpabilisant par rapport à la mission de vie. Parce que pour moi, la mission de vie, c'est tout simplement d'être en vie et de vivre différentes expériences. Parce que la mission de vie, c'est quelque chose qui parfois, je fais un petit écart là, mais c'est important pour moi d'en parler. La mission de vie, ça serait vraiment de se dire, tiens, j'ai une mission dans ma vie et je ne dois pas en déroger. Un peu comme ce que je vous partageais au début de l'épisode où je devais être policier et je devais faire que ça toute ma vie. Bah, c'est hyper enfermant, c'est hyper, oui, moi, limite castrateur, j'ai envie de dire. Donc pour moi, la mission de vie, c'est de vivre des expériences et se montrer qu'on a envie en fait de vivre tout simplement, sans se prendre la tête, sans se dire oui, mais est-ce que je suis fait pour ça? Bah justement, tu le ressens si tu es fait pour ça ou pas. Et si tu ressens des choses qui sont désagréables régulièrement, bah peut-être que là, ta mission de vie, c'est de changer de voie pour aller vers quelque chose qui t'anime encore un peu plus. Donc là, quand je me suis dit, OK, j'ai envie de changer, mais pourquoi faire? Parce que c'est souvent la question, mais pourquoi faire? Moi, je sentais que j'avais le contact avec les gens, le partage, j'adore ça, j'adorais ça et je pense que c'est quelque chose qui est dans mon ADN. J'adore, comme là, ce que je suis en train de faire avec vous, le fait de partager des choses, j'adore ça, ça me fascine, ça me passionne, enfin bref. Je me suis dit, OK, tiens, je vais me lancer vers la thérapie. J'avais envie d'aider les gens à transformer leur traumatisme et tout. Donc, j'ai ouvert mon association, je me suis formé dans des techniques de thérapie, d'hypnose et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour aller vers tout ce qui était préparation mentale. Et d'ailleurs, c'était à ce moment-là que je me suis aussi formé au sein de la police, enfin via les militaires, à la préparation mentale. Je me suis formé dans d'autres méthodes aussi. Puis après, j'ai accumulé plein de formations. J'ai dépensé des milliers d'euros en fait en formation. D'ailleurs, c'est une question qui me revient souvent. Combien je dépense par an en formation? Et alors, avant, honnêtement, dépenser 400-500 euros dans une formation, pour moi, c'était beaucoup. Aujourd'hui, si je suis très honnête avec vous, je dépense entre 30 et 50 000 euros par an en formation. Oui, je répète, entre 30 et 50 000 euros en formation. C'est-à-dire que je cherche toujours à m'améliorer, à me perfectionner, à peaufiner mes connaissances pour pouvoir toujours proposer du contenu qui soit plus précis, qui soit encore plus pertinent, que moi aussi je me développe personnellement parce que je crois tellement dans la puissance de la formation que chaque année je dépense beaucoup d'argent et encore c'est même pas des dépenses, c'est un investissement. J'investis beaucoup sur moi pour justement passer des caps et être en mesure de proposer toujours du contenu de meilleure qualité. Même si les contenus que j'ai proposés il y a de ça quelques années en arrière étaient évidemment de qualité et ça a aidé des gens à se transformer et à vivre des choses incroyables. Mais je me dis que comme un sportif de haut niveau, c'est toujours important de s'améliorer, de se perfectionner dans différents domaines de sa vie. Donc voilà. Pour revenir, parce que là, je me suis un petit peu, je me suis un peu dispersé. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je suis allé sur la formation. Donc, effectivement, à ce moment-là où j'ai voulu changer de vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Où je dois me former, etc. Et de fil en aiguille, j'ai testé, j'ai expérimenté. Et je me suis vraiment aussi confronté à cette mission de vie où je me suis dit, tiens, ça m'anime vraiment. Et puis, j'ai testé des formations en groupe, sachant que oui, j'étais formateur dans la police, je savais faire des formations, sauf que faire des formations dans un univers complètement différent, c'était une grosse sortie de zone. Parce que concrètement, quand j'étais dans la police, on me disait, t'as cours de telle heure à telle heure dans telle salle. J'avais juste mon cours à préparer. Quand c'était dans une formation, dans un environnement, on va dire, privé, c'est-à-dire pour des particuliers, même pour des entreprises, là, fallait que je prenne contact, fallait que je fasse des devis, il y avait plein de démarches à faire, donc c'était une grosse sortie de zone, surtout que moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, quand on ne sait pas faire des choses, on se demande comment on peut faire. Aujourd'hui, Internet, c'est une source de savoir énorme, donc il y a toutes les informations disponibles. Et puis, j'ai contacté aussi des gens qui l'avaient déjà fait pour m'aider à aller de l'avant. Et donc, de fil en aiguille, étape par étape. Si je suis très transparent aussi avec vous, j'ai connu beaucoup d'échecs, où j'ai lancé des formations, j'avais personne, j'ai proposé des coachings, j'avais personne, et puis après j'ai eu une personne, et puis deux, et puis trois. Au départ, je proposais gratuitement. Après, j'ai proposé des tarifs. Moi, quand je proposais une séance à 30 euros, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, waouh, la personne me paye pour faire quelque chose que j'aime faire. Mais c'est dingue, en fait. Parce que c'était aussi une vraie question que je me suis posée pendant des années. C'est est-ce que je vais pouvoir vivre de l'accompagnement?
est-ce que je vais pouvoir vivre de mes formations? Est-ce que je vais pouvoir au moins me tirer le même salaire que dans la police où j'étais autour de 2 000 € par mois? Vous voyez, je suis très transparent avec vous, hein, je ne vous cache rien. De toute façon, le salaire d'un policier, c'est pas compliqué, hein, il y a les grilles on peut les trouver sur Internet. Et là, je me disais, mais est-ce que je peux en vivre? Et moi, j'aime aussi les choses qui sont très concrètes, très pragmatiques. Je me suis dit: «OK, si je veux avoir un salaire à peu près de 2 000 € par mois ou 1 500 €, peu importe, hein, peu importe le montant, combien je dois faire de séances? Combien je dois faire de formations? Combien je dois en proposer? Qu'est-ce que concrètement je vais mettre en place pour obtenir le salaire que j'ai actuellement?» Et ça, évidemment, c'est des prédictions, c'est des choses, on n'est pas sûr de tout ça. Mais en étant orienté sur des recherches de solutions, on n'est pas en train de se dire: «Oui, mais si j'ai personne». Parce que oui, c'est possible que vous ayez personne. Et c'est d'ailleurs, il y a de fortes chances au départ que vous ayez personne quand vous commencez une activité. Et c'est pour ça qu'il est important, selon moi, de développer son activité en parallèle de votre activité principale que vous avez actuellement. Et même parfois, certaines personnes sont dans un environnement qui est toxique pour elles, le quittent, vont trouver un job entre guillemets un peu alimentaire, mais qui leur plaît quand même un minimum, pour en parallèle développer leur activité. Alors là, je parle de coaching, mais ça peut être d'autres activités, quelles qu'elles soient. Et encore une fois, y aller petit à petit et se demander toujours comment je peux m'améliorer, comment je peux faire en sorte d'être plus professionnel, comment je peux faire en sorte de délivrer encore plus de qualité aux personnes. Et ça, vous voyez, ces questionnements que j'avais au début, je l'ai toujours, je l'ai en permanence. Si vous me suivez depuis un certain temps, notamment sur ce podcast, vous avez peut-être vu même que le jingle là, il a changé. Le jingle d'introduction. Et peut-être qu'il changera encore plus tard. C'est des petites choses, des détails, mais c'est toujours pour moi important de chercher des axes d'amélioration. Donc là, après, de fil en aiguille, moi, quand j'étais encore dans la police et que j'avais développé mon activité un peu à côté, je sentais que j'inspirais de plus en plus de monde. Quand je dis inspirer, parce que moi, je me suis lancé donc dans l'univers de la formation et du coaching. Et je sentais qu'à un moment donné, j'avais de plus en plus d'activités et que si je restais uniquement dans ce statut, un peu le cul entre deux chaises, ça allait pas être facile pour moi de développer mon activité en parallèle de la police. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé tout simplement de poser une date en me disant, voilà, à partir du 1er mars 2020, je vais changer de job, je vais quitter la police pour pouvoir vivre de mon activité. Et là, souvent, on me demande quel statut j'ai choisi. En fait, au moment de... Moi, je voulais partir pour une démission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, on parlait de rupture conventionnelle. Et je me suis dit, si je démissionne, ça serait dommage peut-être de passer à côté d'une rupture conventionnelle où il est possible d'avoir une prime. Et j'ai dit, bon, je vais demander une disponibilité. Et concrètement, je me suis rendu compte par la suite que quand on est en disponibilité, bon, c'est un peu technique, mais quand on est en disponibilité, on n'a pas la possibilité de demander une rupture conventionnelle. Donc là, concrètement, à l'heure où je vous parle, je suis encore en disponibilité, mais je vais faire les papiers pour démissionner parce que concrètement, je ne me vois plus du tout retourner dans la police. Et certains m'ont dit, oui, mais en fait, tu as bien fait de prendre une disponibilité parce que si jamais ton activité ne marche pas, tu peux toujours revenir dans la police. J'ai dit, ah non, non, ça, c'est pas du tout mon plan. Moi, mon plan, c'est, j'ai le plan A et j'ai le plan B. Le plan A, c'est que mon activité se développe, grandisse et que je puisse en vivre et même voilà, qu'il y ait une grande expansion par rapport à ça. Mon plan B, si jamais ça ne réussit pas, eh bien mon plan B, c'est de tout faire pour que mon plan A réussisse. Point final. Et je me rappelle sur mon pot de départ, j'avais dit à mes collègues que j'adore et que j'adorais évidemment parce que c'était des super collègues, j'ai dit, vous voyez, je m'engage publiquement. Je vous le dis droit dans les yeux, je ne reviendrai jamais dans la police. Mais voilà, quand je disais ça, c'était aussi pour une sorte d'engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des gens, parce que je pense que quand on prend une direction, quand on prend un chemin, si on se dit que si ça marche pas, je peux toujours refaire un pas en arrière, notre cerveau, il a toujours une issue de secours et le risque, c'est qu'il ne donne pas forcément le meilleur, de lui-même pour créer ce qu'il a à créer. Et moi, psychologiquement, je ne me suis jamais dit que je pourrais retourner dans la police si j'en avais besoin. Je me suis toujours dit, si ça ne fonctionne pas, je ferai tout pour que ça marche. Et si malgré tout ce que je fais,
pour que ça marche et que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien dans ce cas-là, je choisirai une autre voie, mais il est hors de question que je revive les mêmes expériences que j'ai vécues dans la police parce que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour en fait. D'accord? Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du 1er mars 2020, donc je quitte la police, et là, comme si l'univers avait voulu tester ma puissance mentale, donc moi je proposais du coaching et des formations en présentiel. Le 15 mars, on est confiné avec le Covid, et donc là, tout est remis en cause. Et d'ailleurs, j'étais sur une formation. Et à ce moment-là, Betty m'appelle et elle me dit: «Geoffrey, écoute, faut que tu arrêtes la formation maintenant parce que, tu es cas contact, j'ai le Covid et si tu continues la formation, bah, tu es un peu hors la loi, tu as pas le droit et on risque d'avoir un peu des soucis». Et moi, je me suis dit, même si des fois, je me dis: «Oui, bah, allez, c'est pas grave, on avance», mais en étant ancien flic, j'avais pas envie en plus, on était dans une période, vous savez, d'incertitude, les gens étaient un peu à cran, à fleur de peau, tout ça, on savait pas trop comment ça allait se passer. Je me suis dit: «OK, si je continue ma formation et que, quelqu'un dit que, voilà, un ancien flic, contourne la loi et propose des formations alors qu'il est qu'à contact», enfin, j'avais pas envie de faire, le buzz inutilement. Donc, moi, ça a été vraiment à ce moment-là très challengeant pour moi parce que j'avais des gens en formation. J'avais des gens qui étaient venus, qui avaient traversé, j'allais dire la terre entière, mais c'est pas le cas. Ils ont traversé toute la France. Il y a des gens qui venaient de Bordeaux, qui venaient de l'Est, qui venaient de l'Ouest. Enfin bref, ils venaient de partout. On était réunis en région parisienne. Et là, je me souviens, à ce moment-là, je leur dis: «Ah, j'ai quelque chose à vous dire et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais je pense que j'en ai une bonne aussi à vous annoncer derrière. J'ai la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir arrêter cette formation parce que Betty est cas contact». Alors, petite précision quand même, je leur avais précisé avant qu'ils viennent que dans la période où on était, effectivement, peut-être qu'il allait y avoir des rebondissements et que ça allait pas dépendre de moi, mais qu'on allait toujours s'adapter. Et là, pour le coup, bah, c'était un vrai rebondissement. Et j'ai dit: «Écoutez, je sais que vous êtes venus de loin, je sais que vous avez loué des hôtels et que vous êtes venus pour que je vous délivre un contenu. Moi, là, maintenant, c'est pas possible de le faire en présentiel». Et là, vous voyez ce qui est intéressant, quand on est, entrepreneur, quand on est, formé au coaching en préparation mentale, c'est que quand on est face à une difficulté, on s'obstine pas, enfin, à se taper la tête contre cette problématique. On se dit: «Comment on peut la contourner? Comment on peut s'adapter à cette problématique?» Et là, je leur ai dit: «Écoutez, c'est simple. Je l'ai jamais fait, mais comptez sur moi, je vais tout mettre en œuvre. Dès demain matin, 8h30, on se retrouve en Zoom et je vais faire la formation comme si vous étiez en présentiel». Et là, ils m'ont un peu regardé avec du doute en me disant: «Mais Geoffrey, t'es sûr? T'as jamais fait? Est-ce que pour toi ça va aller et tout?» Je dis: «Vous inquiétez pas, comptez sur moi, on va vivre une expérience de dingue». Et là, j'avais cette conviction, cette envie, cette motivation. Je vous cache pas que j'avais un peu de stress, j'ai très mal dormi la nuit, mais parce qu'en plus j'ai préparé très tard le soir, comment j'allais, organiser tout ça, parce qu'il nous restait 4 jours complets en Zoom. Pour ceux qui connaissent le distanciel, imaginez ce que ça fait d'être 4 jours, 4 fois 7 heures en présence, enfin, en distanciel sur Zoom. Et là, je me suis dit: «OK, je vais faire ça». Donc j'avais prévu des techniques d'animation, de faire des sous-groupes, de faire des exercices en live. On a fait du sport, on a fait des choses, on a mis et au final, ils ont vécu une semaine juste de dingue. C'est leur feedback qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit: «Mais Geoffrey, je ne pensais pas». Vous voyez, c'est comme quoi même sur, quand on est face à une difficulté, cette histoire a vraiment, fait péter les croyances de autant d'eux que de moi, comme quoi on peut vivre des expériences incroyables en live, en Zoom. Et là, ils nous ont dit: «Mais je pensais pas que ça allait», enfin, ils pensaient pas que ça allait être aussi bien et le contenu était vraiment, bien intégré. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, depuis ce jour-là, j'ai décidé de passer toute la formation de coach en préparation mentale en distanciel. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau de focus, un niveau d'attention, un niveau d'échange très profond, très intense, qui était même plus intense que lorsqu'on était en présentiel. Et de vous dire ça, croyez-moi, si j'avais été, quelques années en arrière et je vous avais dit: «Mais non, tu verras», enfin, si vous m'aviez dit: «Tu verras, dans quelques années, tu feras des formations en distanciel», je t'aurais dit: «Non mais attends, arrête tes conneries, c'est pas possible». Mais en fait, bah, après tout dépend du format qu'on met, tout dépend de comment on met ça en place aussi. Parce que c'est sûr que si c'est un monologue de 7 heures, les gens vous les perdez, enfin c'est horrible, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis cet épisode-là, la formation de coach en préparation mentale, bah, ça m'a donné l'opportunité de former des gens à travers le monde. Ils vivent une expérience incroyable, il y a des émotions, il y a un apprentissage qui est dingue et ils ressortent avec des compétences qui sont vraiment super élevées avec la possibilité de proposer des coachings d'excellence, vraiment des coachings haut de gamme. Et ça, vous voyez, c'est intéressant parce que quand on est face à une problématique comme j'ai été face au Covid,
On peut se dire: «Ah mais c'est la fin du monde». Bah non, peut-être que c'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Et là, on s'ouvre sur un autre monde. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, franchement, je remercie cette situation qui s'est passée parce que ça m'a offert des opportunités incroyables et ça, c'était vraiment, très, très chouette. Et vous savez, parce que là, je parlais de transformation aussi, souvent on me demande: «Est-ce que comment tu as fait pour, gérer, tes proches? Comment tu as fait pour faire en sorte que, les gens adhèrent à ce que tu voulais faire?» Bah, déjà la première chose, c'est t'as pas forcément besoin de l'adhésion de tes proches. T'as pas besoin de la validation de tout le monde. Ça, c'est une croyance que lorsqu'on est gamin, on a besoin de la validation de ses parents, de sa mère, de son père, pour nous valider qu'on est une bonne personne, pour nous valider que nos choix sont bons, pour nous valider que nos connaissances sont bonnes. Vous savez, un petit peu comme quand les enseignants nous valident nos connaissances. Mais quand on a envie de changer de vie, quand on a envie de transformer sa vie, bah c'est simple, ça dépend que de vous. Et après, plus vous allez être convaincu, plus vous allez mettre en place des choses, et plus votre entourage va observer que bah, vous évoluez, vous progressez, vous avancez. Et là, face à un train qui avance, ça va être difficile de l'arrêter. C'est la même chose. Moi, les gens aujourd'hui me voient avec Betty en me disant: «Waouh, c'est magnifique, ça fait plus de 20 ans que vous êtes ensemble, vous êtes un couple lumineux». Oui, c'est une réalité. Mais au départ, Betty, elle a eu beaucoup de doutes par rapport à ma transformation, à mon changement de métier. Elle m'a dit: «Ah bon, t'es sûr et tout?» Bon, on en a discuté, on a beaucoup échangé. Je lui ai donné les avantages, je lui ai mis aussi en avant les inconvénients. J'étais très transparent avec elle, mais elle savait aussi que quand je m'engageais dans quelque chose, je donnais le maximum. Donc peut-être que vous avez un entourage autour de vous qui a besoin d'être rassuré. Bah, si c'est important pour vous, rassurez-les. Maintenant, si vous avez des gens qui tentent de vous empêcher d'aller de l'avant, qui vous mettent des bâtons dans les roues, bah, peut-être que la question à se poser, c'est comment je peux faire pour prendre de la distance par rapport à eux. Moi, pendant longtemps, j'ai côtoyé des personnes qui avaient tendance à baisser mon niveau d'énergie, qui étaient là plus pour se foutre de ma gueule, plus à me critiquer. Je me suis dit, bah, ces gens-là, j'en ai plus besoin dans ma vie parce que, un, c'est pas des personnes qui vont me permettre de progresser, d'avancer. Et deux, je pense que je suis pas la meilleure personne pour eux, pour leur évolution, pour leur quotidien. Donc ça ne matche plus. Vous savez, on s'associe beaucoup pour des valeurs et on se dissocie aussi pour des valeurs. Donc tout ça aussi, à un moment donné, quand on souhaite changer de vie, quand on souhaite avancer, quand on souhaite évoluer, on doit aussi se poser la question de qui est-ce qu'on s'entoure, qui est-ce qu'on écoute, avec qui on échange. Et ça, c'est important. Moi, dans mon moment où je me transforme, j'allais dire où je me transformais, c'est un peu le gars qui se transforme en transformation immédiate. Non, mais dans cette période-là, je voulais dire que moi, même si je côtoyais pas physiquement, en tout cas, j'écoutais beaucoup de conférences, j'écoutais des lives, je me formais en distanciel, j'échangeais avec des entrepreneurs, avec des gens qui étaient déjà en activité de coaching. Et ça me donnait des ailes. Ça me donnait des ailes parce que ça me donnait l'espoir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Si vous souhaitez changer, si vous souhaitez évoluer, qui est-ce que vous pourriez côtoyer pour vous donner cette possibilité, cette lumière dans votre esprit en disant c'est possible. Parce que si d'autres ont réussi, forcément, vous pouvez aussi réussir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je réfléchis, est-ce que je fais un peu cet épisode aussi dans le flow, comme si on discutait, voilà, on était ensemble et puis autour d'un petit café, d'un thé, de ce que vous voulez, et puis on discutait tranquillement. Vous savez, quand je me retourne un peu comme ça sur mon passé et que je me rappelle de ce Geoffrey là qui avait des doutes, qui avait des craintes, qui avait des peurs, parce que oui, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de craintes, j'ai eu peur aussi forcément. Vous dire l'inverse, ce serait vous mentir. J'aurais envie d'aller le voir et puis de lui dire tout simplement: crois en toi. Crois en toi, c'est sûr que ça va pas être facile. C'est sûr que ce que tu vas vivre, à un moment donné, tu vas avoir des challenges. Tu vas devoir te relever les manches. Peut-être qu'à certains moments, tu vas devoir travailler. Peut-être qu'à certains moments, tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts et que les résultats que tu vas avoir ne seront peut-être pas à la hauteur de ce que tu espérais. Mais si tu crois en toi, si tu avances, que tu t'améliores, que tu cherches à toujours donner le meilleur de toi-même, concrètement, tu vas avoir des résultats. C'est une certitude. Parce que selon moi, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'univers, votre destin, votre destinée, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, elle récompense les gens qui avancent avec sincérité, avec persévérance et qui avancent avec alignement.
Donc vous voyez, si j'avais à me retourner sur ce Geoffrey d'il y a quelques années en arrière, j'irais le rassurer. Comme peut-être j'aurais envie de vous rassurer si aujourd'hui vous avez envie de changer de vie et de vous dire, vous savez, ça va pas toujours être facile. Mais en tout cas, le chemin en vaut vraiment la chandelle. Et aujourd'hui, moi, quand j'observe mon parcours, je suis en train d'écrire un livre, j'ai des conférences qui vont avoir lieu, j'ai formé des centaines de personnes, je suis en contact avec des milliers de personnes. C'est juste dingue en fait. Et si je me retourne sur ma vie d'avant, je ne voudrais surtout pas être plus jeune, je ne voudrais surtout pas retourner là où j'étais parce qu'aujourd'hui, je suis heureux là où je suis. Et j'ai un style de vie qui me convient, je suis la personne que j'ai envie de devenir et j'ai aussi ce souhait, ces lumières dans les yeux de me dire, tiens, dans 2-3 ans, peut-être plus, peut-être avant, j'aurai augmenté mon leadership, j'aurai augmenté peut-être mon charisme, j'aurai augmenté encore plus ma sérénité, j'aurai affiné, j'aurai perfectionné certains points de ma personnalité. Et ça m'anime profondément. Parce que pour moi, certes, on se dirige vers une direction, mais ce qui est important, c'est de kiffer le chemin, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et même s'il y a des bas, il y a forcément des hauts. Et la moyenne générale reste qu'elle est plutôt haute. Parce que c'est ça aussi, quand on prend du recul, c'est de regarder aussi la moyenne générale. Et aujourd'hui, concrètement, je changerais ma vie pour rien au monde. Donc si aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas forcément être bien à votre place, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe, peut-être faire une pause, prendre du recul, dire tiens, comment je me vois dans 5, 10, 15, 20 ans si je reste à la même place? C'est quoi le risque si je reste à ce même endroit? Qu'est-ce qui va se passer? Qui j'aimerais devenir? Qui j'aimerais être? Tiens, si j'avais pas de limite de temps, d'énergie, d'argent, comment je pourrais faire? Et si, justement, plutôt que de me dire ça va pas être possible, je suis limité, je ne sais faire que ça, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de relations, j'ai pas assez de compétences. Et si je me posais la question, comment je peux faire concrètement pour évoluer? Tiens, s'il y avait justement une solution comme ça, toute simple, que je puisse mettre déjà en place, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que peut-être que vous sous-estimez ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas sous-estimer les petites actions. Parce que j'ai vu des personnes, rien que de se remettre au sport, changer leur niveau d'énergie, changer leur niveau de pensée, leur niveau de perception du monde et les mener vers d'autres projets. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cet effet domino que vous allez pouvoir engendrer lorsque vous allez activer cette énergie du changement. Donc, je vous souhaite évidemment le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre quotidien, prenez soin de votre avenir. Je vous ai partagé un épisode en toute intimité. Je vous ai dit des choses que peut-être beaucoup de personnes n'oseraient pas dire. Moi, je me dis que j'ai rien à cacher à ce niveau-là, et même à n'importe quel niveau, de toute façon. Parce que qu'on soit comme ça sur le podcast, que vous veniez dans nos formations, que ce soit sur des conférences ou autres, moi, j'ai aussi envie d'être Geoffrey, qu'il n'y en ait qu'un en fait, qu'il n'y en ait pas 50 tout simplement. Donc, voilà, j'ai fait du mieux possible en tout cas pour vous partager tout ça en pleine transparence. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à créer cet épisode. Si vous avez un feedback à me faire, n'hésitez pas à me le partager, que ce soit via la newsletter que vous pouvez recevoir aussi chaque semaine pour savoir quel thème est abordé dans le podcast. Pour ça, il suffit juste d'aller sur le blog podcast ou d'aller sur les réseaux. Vous allez pouvoir avoir accès à la newsletter et comme ça, vous me faites des feedbacks, des retours. Moi, ça m'intéresse énormément. Et puis, si vous avez le temps, l'énergie, en tout cas, que vous en avez envie de m'aider, n'hésitez pas à mettre des notes sur Spotify ou Apple Podcast en fonction de la plateforme que vous écoutez. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, soin de votre vie et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde.